Lundi, bienvenue à Cube. D'ailleurs, d'entrée de jeu, on commence l'émission avec les numéros de téléphone pour nous joindre et l'adresse pour nous rejoindre également, isabelle@cube.ca. Vous pouvez également nous joindre au 187 Cube Radio. Puis je le fais d'entrée de jeu parce qu'il y a plusieurs histoires qui ont été mises en lumière durant cette saison estivale de cette émission de 9h à 11h. Entre autres, l'histoire de Karine Arsenault qui est sortie d'une secte après 19 ans. Ça a fait des petits dans le Journal de Montréal, dans le Journal La Presse aussi. Il y a plusieurs qui ont réagi à cette entrevue que l'on a donnée dans cette émission qui est disponible sur le cube.ca, mais qui fait une différence pour d'autres. C'est une ex-témoin de Jéhovah, finalement, qui s'est racontée avec générosité. Ça a été la même chose pour cette femme qui a été atteinte d'un choc post-traumatique. Ça lui a mené à des troubles alimentaires, l'hyperphagie, entre autres, le désir de mourir, mais elle s'en est tirée. Et elle voulait passer à cette émission pour justement donner espoir à d'autres qui ont peut-être subi un choc post-traumatique sans le savoir. Même chose pour une grande généreuse qui est passée à cette émission pour raconter son viol collectif. Elle s'en est tirée. Aujourd'hui, elle a un conjoint, elle a son entreprise de yoga. On a parlé également de santé et sécurité au travail avec cette dame qui a été radioactive à l'hôpital Juive alors qu'il n'y a pas un protocole qui était sur place. Elle a été radioactive pendant plusieurs heures. Elle a parcouru l'hôpital comme ça parce que la douche n'était pas à proximité. Il n'y avait rien qui avait été mis en place pour manipuler ce médicament-là en question qui était dangereux quand on recevait ça sur la peau. Et on a eu le témoignage de son syndicat aussi pour faire bouger les choses, pour qu'il y ait des protocoles dans un hôpital comme ça. Là, ce qu'on veut, c'est être en santé, surtout pour notre personnel soignant, si on veut être capable d'apporter son soutien aux malades. Mais ça a été le cas dans cette émission-là. Même chose pour ce promoteur de Brossard qui est en bras de fer contre la ville. Donc, si vous avez des histoires, vous avez envie qu'on mette en lumière votre situation, ça peut être positif aussi. Hein? Vous avez envie d'exposer une situation pour aider d'autres. Vous avez des questions. Il y a un dossier que vous menez à bout de bras puis il n'y a pas de résultat. Bien, n'hésitez pas à nous écrire. Ça nous fera plaisir parce que c'est ça aussi. On donne la parole à ce que vous vivez, les choses que vous avez envie de dénoncer ou de féliciter. Ça peut être ça aussi. Isabelle@cube.ca. D'ailleurs, dans les prochaines minutes au cours de l'émission, on va discuter de la popote roulante. Florence et moi, on est allés distribuer des repas ici sur l'île de Montréal et jamais on n'aurait pensé découvrir ce qu'on a découvert. On va vous raconter ça. On pensait jamais faire ces découvertes-là sur la route. Je vous dis, là, c'est quelque chose. J'ai encore les images en tête. Mais d'abord, aujourd'hui, Marianne vous en a parlé dans l'émission du matin. Il fait beau, il fait chaud. On va chercher à s'hydrater. Mais des fois, c'est pas correct la façon dont on s'hydrate. On veut boire des Gatorade, des Powerade pour ne nommer que ces marques populaires-là. On veut ajouter des minéraux également parce qu'on va avoir plus d'énergie, du fer, du calcium. Mais il y en a qui se sont intoxiqués à faire ça. On sent qu'il y a un bond de 30% d'intoxication avec ces nutriments-là ou encore ces hydratants-là. 30% d'augmentation d'empoisonnement. L'année passée, 763 personnes se sont empoisonnées avec de l'hydratation comme ça ou de l'ajout de minéraux. Je ne sais pas ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous hydrater, mais vous pouvez ajouter votre voix à la discussion au 187 Cube Radio. J'invite Audrey Elliott, pharmacienne au Centre antipoison du Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que ça vous étonne d'avoir des empoisonnements avec ces nutriments, ces aliments-là qui semblent assez banals? Merci. Bien, en fait, effectivement, on a vu une augmentation des cas. Juste pour remettre en perspective, là, on a beaucoup de cas qui touchent les moins de 5 ans. Donc, des expositions accidentelles à la maison, là, c'est des produits qui peuvent avoir l'air attrayants, parfois en comprimés colorés, en jujubes, en liquide coloré. Donc, eux peuvent aussi être à risque. Donc, c'est important à la maison de garder ça hors de la portée et de la vue des enfants. Donc, première chose, les enfants sont quand même touchés dans cette augmentation du nombre de cas-là. Il faut garder ça en tête. Heureusement, la majorité des cas qui ont été affectés, on a pu les observer à la maison. Donc, c'est qu'il n'y avait pas une sévérité d'intoxication trop importante, donc on a pu les observer à la maison. Donc, je veux rassurer la population, mais effectivement, c'est des médicaments qui peuvent entraîner certains signes et symptômes si on en prend trop. Puis, on invite les gens qui veulent en consommer à consulter leur professionnel de la santé avant, pharmacien, médecin, en parler avant de consommer ça. Il faut savoir ce qu'on fait, là. Mais qu'est-ce qui explique la hausse? Parce que c'est pas d'hier là, qu'on consomme ce genre de produits-là pour s'hydrater ou pour améliorer ce qu'on pense être notre état de santé. Qu'est-ce qui explique l'augmentation? Malheureusement, moi, j'ai pas cette information-là. Je sais pas pourquoi les gens veulent en prendre en thérapeutique. Moi, je suis plus du côté intoxication. Une fois qu'ils en ont pris trop et qu'ils ont des doutes, ils nous appellent. Fait que je peux pas me prononcer sur pourquoi ils en prennent plus qu'avant. Probablement la popularité. Mais ça, au centre antipoison, j'ai pas cette donnée-là.
Hmm. Il y a d'autres cas au centre antipoison, là, parce qu'on parle de l'augmentation de ces électrolytes-là, de consommation d'électrolytes, mais sinon, au centre antipoison, habituellement, vous traitez quel genre de poison ou de toxicité quand quelqu'un vous appelle? Nous, on est une ligne d'urgence, donc on répond à tous les cas d'intoxication au Québec, que ce soit une intoxication suspectée ou avérée. Ça peut être autant les médicaments, les plantes, toute substance domestique, on répond à tout ça. Donc, vous pouvez nous appeler pour toute exposition de ce qu'il y a comme produits ménage à la maison, vos médicaments, tout ça, on répond à toutes ces questions-là. C'est quoi les cas les plus populaires là, au Québec? C'est pourquoi, en général, on vous appelle? En majorité, c'est beaucoup les médicaments. Les médicaments de vente libre sont quand même assez représentés. Tout ce qui est analgésie, là, on a beaucoup de cas touchant ces médicaments-là. J'ajoute à la discussion Dr Guillaume Lacombe, il est urgentologue, toxicologue aussi, parce que quand on parle de suppléments, on parle d'électrolytes, c'est difficile pour nous de voir comment on peut s'intoxiquer avec ça. C'est quoi les symptômes? Aujourd'hui, il fait chaud, il va faire chaud également demain. Comment on peut s'intoxiquer? Comment on sait qu'on en a pris trop ou que c'était pas adéquat pour nous? Je veux quand même, pour relancer ce que Audrey Elliott a dit, là, Madame Elliott, il faut comprendre, là, la plupart du temps, là, ça va être sécuritaire, là. Si vous prenez sans utiliser de marque, là, une solution comme un Gatorade ou un Powerade ou quelque chose comme ça, faudrait vraiment pas être chanceux pour s'intoxiquer avec ça. Donc, je veux quand même rassurer les gens de prendre ces produits-là ou de prendre de l'eau. OK? Si on s'alimente correctement, généralement, de l'eau, c'est pas dangereux à moins de prendre des dizaines de litres d'eau. Dans la plupart des cas, on n'aura pas de problème. Il faut comprendre, c'est surtout, tu sais, chaque électrolyte va avoir un rôle au niveau du système de notre corps humain. OK? Donc, c'est difficile de vous dire quels sont les symptômes, mais généralement, lorsqu'on, par exemple, on prend des quantités trop importantes d'un coup ou sur une période prolongée, ben, on peut généralement avoir des symptômes soit gastro-intestinaux, ça peut être parfois des symptômes neurologiques ou musculaires comme des faiblesses. Mais ça, c'est généralement chez des gens qui vont en prendre soit une quantité très, très importante ou une quantité un peu trop importante, mais sur une très longue période. Donc aujourd'hui, je veux quand même rassurer les gens, là, s'il fait chaud chez vous, hydratez-vous correctement, que ce soit une solution de réhydratation orale ou que ce soit de l'eau associée avec de la nourriture. Le corps est généralement bien fait, sauf si vous avez des problèmes de santé très spécifiques ou très complexes, ça peut être problématique. Mais dans la plupart des gens en bonne santé, de bien boire de l'eau, des solutions comme ça va être sans danger. À quel moment on sait qu'on a besoin de prendre des électrolytes? C'est une bonne question. Ça va dépendre du niveau d'activité physique qui va être fait, puis du niveau de chaleur qui va être associé. Il n'y a pas de manière magique de savoir est-ce qu'on a besoin d'avoir des électrolytes, mais de bien s'hydrater. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les journées chaudes ou lorsqu'on a une activité physique intense, il ne faut pas attendre d'avoir soif, hein. On dit souvent, il faut essayer de boire avant d'avoir soif, parce que le mécanisme de soif, le signal que le corps reçoit, Ah, je commence à avoir soif, ça, c'est signe qu'on commence à être davantage déshydraté. Donc, c'est important de boire beaucoup dans la journée un petit peu, tu sais, de manière régulière. Puis c'est vrai que dans certains cas, lorsqu'on est plus déshydraté, il fait plus chaud, l'ajout d'électrolytes dans l'eau peut aider même à l'absorption de l'eau. Donc, on va mieux se réhydrater avec des solutions là, qui sont, par exemple, un mélange d'électrolytes. Vous avez sûrement déjà vu, lorsque vos enfants sont malades, des fois, on leur donne ce qu'on appelle du pédialyte ou Hmm. l'équivalent d'une solution de réhydratation orale. Il existe même des formules gratuites, hein. Si vous allez voir sur le site de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, il y a une recette maison qui coûte rien avec du jus d'orange, de l'eau et du sel. Puis ça, c'est démontré que lorsqu'on ajoute ces nutriments-là dans l'eau, l'eau est davantage absorbée par le corps. Donc, ça va permettre de mieux réhydrater. Mais il faut vraiment commencer à boire avant de ressentir le symptôme de soif qui peut être un signe qu'on est davantage déshydraté. Puis vous dites également, quand on fait un sport, souvent c'est là qu'on pourrait avoir besoin d'électrolytes, mais quand est-ce qu'on le sait? Moi, on m'avait déjà dit, quand tu t'entraînes de l'eau, c'est pas suffisant, faut qu'il y ait quelque chose dans ton eau, faut que tu ajoutes quelque chose dans ton eau. Ben, comme je dis, ça dépend du degré d'intensité. Si vous faites un triathlon, évidemment, c'est pas la même chose que si vous allez Mais faire mettons le tu commun des sais, mortels, là. Tu sais, on fait 1 heure de sport, par exemple, là. ouais. Ben, ça peut être correct d'utiliser une solution qui contient un peu de sucre, par exemple, dedans, puis certains minéraux, mais encore une fois, c'est difficile de vous donner une recette magique qui va être applicable à tout le monde. C'est du cas par cas. Pour une intensité, pour une activité physique légère, dans un environnement qui est pas trop chaud, je pense que juste de l'eau, c'est correct. Mais effectivement, si vous faites une activité physique plus importante, prévoir le coup, de rajouter, par exemple, comme je vous dis, il existe
des solutions qu'on peut acheter, qui sont faciles, pas nécessairement des marques qui sont déjà faites, mais parfois ça peut être une poudre qu'on peut rajouter. Puis effectivement, lorsqu'on suit les, les, les recettes qui vont être généralement indiquées, ça va être sécuritaire. Là où ça va être problématique, si on ne suit pas les recettes, par exemple, on en met trop, puis on dilue pas de la bonne manière, ou si on en prend des quantités qui seraient très, 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 très importantes. Mais dans la plupart des cas, c'est pas ce qu'on voit. Puis, à moins que je me trompe, au centre antipoison, la plupart des cas d'intoxication associés aux minéraux, c'est pas des gens, des actifs, des sportifs qui vont en avoir pris trop. C'est généralement, comme Madame Elliott a dit, des enfants qui vont tomber accidentellement sur les comprimés d'un minéral ou dans certains cas, des dilutions qui peuvent avoir été mal faites, mais c'est vraiment une minorité des cas. Madame Audrey Elliott, qui est pharmacienne au Centre antipoison, est-ce qu'il y a un profil type? Vous avez parlé des jeunes tantôt, mais les adultes qui appellent, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Est-ce qu'il y a des conditions de santé? Qui appelle? Mhm. On avait quand même les personnes plus âgées là, de notre groupe d'âge, 80 ans et plus, qui étaient surreprésentées aussi. C'était plus des erreurs thérapeutiques. Donc, ils vont en automédication, ils se prennent des suppléments, puis ils en prennent un peu trop. Là. Tu sais, dans le fond, ils se trompent dans la prise ou ils en prennent plus que ce qui est écrit sur l'étiquette. Puis ces patients-là ont souvent des médicaments ou des problèmes de santé de base. Donc, ils sont plus à risque, eux, de se créer comme une petite intoxication chronique qu'on peut dire s'ils prennent pas adéquatement ces suppléments-là ou s'ils en ont juste pas besoin. On pensait entre autres aux insuffisants rénaux, ceux qui ont les reins qui sont plus fatigués avec l'âge, ben eux, souvent, sont plus à risque de se causer une intoxication aux électrolytes s'ils en prennent trop, entre autres. Mais justement, vous dites, vous deux, là, vous dites, faut la plupart du temps consulter un professionnel pour connaître finalement notre dosage. Quel professionnel on consulte? Comment on se met dans... Parce que, tu sais, on s'entend, on n'a pas un problème de santé nécessairement immédiat. On veut consommer, que ce soit des électrolytes ou quand on parle de minéraux, ça veut dire du fer, du magnésium, du calcium. Qui est-ce qu'on consulte pour ça? Ben, je vous dirais que probablement que le pharmacien est la première personne à se référer. Ces produits-là sont pas juste vendus en pharmacie. Donc, même si vous les achetez dans un autre magasin, vous pouvez quand même appeler votre pharmacien puis lui dire, moi, j'ai le goût de prendre un supplément de magnésium, par exemple, ou un supplément de calcium. Est-ce que ça va avec ma médication? Parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses aussi qu'il faut garder en tête. Puis, est-ce que vous pensez que c'est sécuritaire si je le prends en telle quantité? Le pharmacien est tout à fait capable de répondre à ces questions-là. Et le pharmacien, on est capable de consulter. Par exemple, aujourd'hui, là, on a une question, on pourrait tout de suite se présenter en pharmacie, puis il y aurait réponse à nos questions. On n'a pas à se mettre dans le système de santé X, là. Non, votre pharmacien, c'est vraiment un professionnel de première ligne. Vous demandez un conseil, ça se peut que vous attendiez quelques minutes quand même, mais il y a un endroit confidentiel pour les conseils. Ça peut être au téléphone aussi. Puis en plus, il y a accès au dossier Santé Québec, donc il peut aller voir vos bilans sanguins au besoin. Il y a Rosalie qui nous écrit par courriel, qui dit « C'est difficile de s'y retrouver. J'ai 22 ans et mes amis me disent que je dois prendre plein de EAA, pré-workout, en lien avec mon entraînement. » Vous répondriez quoi à Rosalie? Guillaume? Ben, en fait, ça va dépendre. Puis ce que je veux que les gens comprennent, c'est que ça va dépendre, tu sais, de chaque personne, de chaque objectif qui est souhaité. Moi, je suis pas nutritionniste, donc là, je peux pas donner de conseils médicaux non plus sur la situation de Rosalie, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ultimement, c'est de s'asseoir avec un professionnel qui nous est proche, donc que ce soit pharmacien, votre médecin de famille, puis juste d'avoir la première discussion, c'est quoi l'objectif que vous voulez viser. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dire dans les médias sociaux, on en voit, puis à mon avis, c'est possiblement une des causes pour laquelle on en a vu une augmentation dans les dernières années, c'est qu'il y a une plus grande popularité. Il y a beaucoup de publicité qui est faite, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pression qui est mise, dire prenez tel nutriment, prenez tel minéraux, ça va aider pour votre entraînement, ça va aider pour telle chose. C'est pas toutes ces choses-là qui sont basées sur la littérature et sur les meilleures évidences scientifiques qu'on a actuellement. OK? Fait qu'il faut faire attention des conseils qu'on reçoit aux autres. Fait que la première chose que je dirais, c'est qu'est-ce que vous voulez aller rechercher. Puis après ça, allez consulter votre pharmacien, allez consulter votre médecin, puis regardez avec votre médecin ou votre pharmacien, est-ce que ce que vous recherchez, l'objectif que vous souhaitez, ça passe-tu par la prise de, par exemple, ce minéraux, ce nutriment-là? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, ça va vraiment dépendre de chaque situation, puis quel est l'objectif souhaité. Je vous dirais que dans la majorité des cas, la plupart des gens en 2025 en santé, si vous êtes en santé puis vous avez une alimentation variée qui est une bonne alimentation, vous n'aurez pas de carence significative dans aucun minéraux ou vitamines principales. On est en 2025,
au Canada, là, on a quand même une alimentation qui est assez variée. Donc, si vous mangez de manière saine, puis vous êtes en bonne santé, généralement, vous n'aurez pas de carence importante. Après ça, il peut y avoir des particularités physiques, il peut y avoir des problèmes de santé sous-jacents, puis peut-être que vous avez des objectifs d'entraînement spécifiques, mais là, ça devient du cas par cas. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas sur quel pied danser parce que moi, honnêtement, là, des conseils de prendre du collagène pour pas vieillir ou prendre la vitamine D parce que ben, tu manques d'énergie ou peu importe. Moi, il n'y a pas un centre d'esthétique ou même des collègues. Là. Si tu dis que tu as peu importe, là, le vieillissement ou que tu manques d'énergie, il y a quelqu'un quelque part qui va te suggérer de prendre du fer, de la vitamine D. C'est vrai que c'est difficile de savoir sur quel pied danser. Le manque d'énergie revient souvent. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là qui nous conseillent comme ça? Ben, c'est parce que faut comprendre aussi qu'il y a un objectif financier dans cette situation-là. La personne qui va vouloir vous vendre de la vitamine D pour le vieillissement, là, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, telle vitamine pour tel vieillissement, il y a souvent un incitatif financier. Il faut le comprendre en arrière, là. C'est des industries de plusieurs milliards de dollars par année. Donc, moi, ce que je dis, c'est avant d'embarquer dans des traitements prolongés ou tout ça, discutez-en avec soit votre pharmacien, votre médecin pour voir ce que c'est vraiment nécessaire, puis qu'est-ce que la science dit actuellement sur ces produits-là. OK? Puis des fois, ben, ça peut valoir la peine. Peut-être que votre médecin de famille, il n'est pas nécessairement au courant là, mais il peut aller rechercher l'information. Ben, Il c'est peut qu'on n'y a aller pas s'informer accès. auprès des nutritionnistes. Tu sais, c'est parce que le Vous médecin de avez famille, on n'y a raison. pas accès. Je Fait qu'on comprends, mais les s'informe un peu comme pharmaciens, on peut. vous avez raison, mais il y a des pharmaciens qui sont disponibles. Les pharmaciens, on y pense pas toujours d'aller leur poser des questions, mais c'est probablement dans les meilleurs placés pour discuter avec vous de qu'est-ce qui peut être nécessaire, puis qu'est-ce qui est basé sur la littérature scientifique. C'est des gens qui ont fait des études et ils sont formés là-dedans. Donc, je pense que c'est peut-être un message à retenir aux gens. N'hésitez pas à communiquer, mais il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement dans les médias sociaux sur l'ajout de, comme vous l'avez dit là, de collagène, de vitamine X ou peu importe. Puis c'est pas toujours basé sur des évidences scientifiques. Les gens ont quand même dans certains cas, ben vous le dites, là, si vous allez dans une clinique d'esthétique, des fois, c'est comme quand on va chez le coiffeur, des fois, à la fin, on nous dit, hey, tu aurais besoin de ce produit-là, ben, ils vont le vendre, le produit, à la fin. Là. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, peut-être que mes cheveux en ont besoin, mais il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace, puis qu'est-ce qui effectivement est basé sur de la science. On entend beaucoup la vitamine D. Est-ce que vraiment, en Amérique du Nord, puis je dirais dans les pays du Nord, là, on a besoin de vitamine D? On dit que souvent, il y a une carence en soleil. Est-ce que vraiment, on devrait prendre des suppléments? Euh, ben, en fait, ça va dépendre encore une fois de chacun puis de votre alimentation. C'est pas tout le monde qui nécessite de la vitamine D. Il y a certaines personnes qui peuvent en nécessiter. Votre médecin, si vous avez un médecin de famille ou un pharmacien, vous pouvez lui en parler. Si vous avez un médecin de famille, il y a des dosages qu'on peut faire dans certains cas. Sinon, ben, vous pouvez en parler avec d'autres professionnels, un nutritionniste, un pharmacien. Mais oui, dans certains cas, on peut avoir besoin de vitamine D, mais c'est pas une situation que je dirais que tout le monde en a besoin. C'est pas vrai que toute la population devrait voir des suppléments à ce niveau-là. C'est quoi les conséquences, justement, de consommer de la vitamine D alors qu'on n'en a pas besoin? Mhm. Euh, Ben, si je peux parler de nos cas de vitamine D au oui. centre antipoison, dans le fond, Ouais. nous, j'ai ressorti les cas là, pour l'entrevue d'aujourd'hui. Nous, encore une fois, c'est surtout des expositions accidentelles pédiatriques, tu sais, les petites solutions de vitamine D qui sont données chez les bébés qui sont allaités, puisque eux en ont réellement besoin. Ben, s'il y a une erreur de dose, ils peuvent nous appeler là-dessus. Sinon, on a quand même certains adultes là, qui peuvent avoir des doutes sur la quantité de vitamine D qu'ils ont pris puis qui nous appellent. C'est surtout l'usage chronique chez quelqu'un qui en a pas besoin ou qui a des problèmes de santé sous-jacents ça pourrait entraîner une hypercalcémie puis tous les problèmes qui en découlent d'avoir trop de calcium dans le sang. Puis ça peut aller des arythmies cardiaques jusqu'aux problèmes rénaux, entre autres. Docteur Lacombe pourra peut-être compléter. Mais en fait, la vitamine D, c'est important de comprendre que si on n'en a pas besoin, ça peut occasionner trop de calcium, là, finalement, dans le sang. Mais puis, physiquement, les conséquences, docteur Guillaume Lacombe, sur consommer, par exemple, trop de vitamine D? Ben, comme Mme Elliott a dit, effectivement, tu sais, avec une consommation, on parle généralement dans des cas chroniques, donc quelqu'un qui en prendrait de manière chronique une trop grande quantité, ça peut être amené à des élévations du taux de calcium. Un calcium trop élevé, ça peut donner des troubles musculaires, ça peut donner des arythmies cardiaques, ça peut donner de la faiblesse, des contractions musculaires, des crampes, ça peut donner des troubles rénaux. Donc, il y a plusieurs conséquences qui peuvent être associées à ça. Encore une fois,
On parle pas de prendre une dose qui est tu sais, une dose thérapeutique qu'on prend de plus. C'est généralement plus les gens qui vont en prendre de manière chronique sur une plus longue période. C'est généralement dans ces cas-là qu'on va voir des conséquences associées à ça. On dirait que je vous entends, puis dans le fond, là, si on mange comme il faut, souvent, tout ce qu'on nous dit, parce qu'on voit beaucoup de marketing, là, surtout chez les sportifs, si on veut être des bons sportifs, ça nous prend des électrolytes X. Si on veut être en santé, si on veut être beau, si on veut rester jeune, il faut prendre des minéraux, des suppléments. Mais dans le fond, tout ça, c'est un peu de la bullshit marketing. Ben, c'est pas tout le monde qui est des athlètes olympiques. Là. Je veux pas dire que un athlète, tu sais, il y en a qui vont avoir besoin de certains suppléments. Puis encore une fois, là, on a parlé de pharmaciens, il y a des nutritionnistes qui peuvent vous aider aussi. Est-ce que c'est toujours facile de consulter un nutritionniste? Peut-être pas, mais si vous êtes capable d'en parler avec un nutritionniste, c'est quelqu'un qui peut vous aider à aller voir vos objectifs puis aller atteindre les objectifs que vous souhaitez. Un Olympien qui veut se préparer pour ses compétitions dans quelques mois n'aura pas nécessairement besoin des mêmes minéraux, des mêmes vitamines que euh, moi qui travaille à l'urgence ce soir ou que monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans un bureau du 9 à 5. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de carence. Mais généralement, lorsqu'on a une alimentation adéquate, ça va être correct pour la grande majorité des gens. Mais il peut y avoir certaines situations où si vous avez des objectifs spécifiques, peut-être que ça nécessite d'en discuter avec un professionnel. Docteur Guillaume Lacombe, Audrey Exact. Elliott, on conserve votre présence à cette émission. Est-ce que vous prenez des électrolytes? Comment vous allez vous hydrater aujourd'hui? Est-ce que vous en avez des suppléments? Est-ce que c'est votre cas? 187 Cube Radio, 1-877-827-2347.